Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Ce panneau indique un danger. Réponse A. Permanent. Réponse B. Temporaire. Alors, il existe deux types de panneaux de danger. Donc, les panneaux qui sont donc sur fond blanc, qui sont en fait des panneaux permanents, et ceux qui sont sur fond jaune, qui sont temporaires. Ici, ce panneau de danger de rétrécissement de chaussée est sur fond jaune, il est donc temporaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 3. Je roule à 90 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 81 mètres. Réponse B, 49 mètres. Réponse C, 30 mètres. Réponse D, 45 mètres. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une distance d'arrêt ? La distance d'arrêt, c'est la distance que tu parcours du moment où tu perçois un danger jusqu'au moment où le véhicule est totalement à l'arrêt. Donc, la distance d'arrêt comprend donc deux distances. La première, c'est la distance parcourue durant le temps de réaction. Alors, qu'est-ce que la distance parcourue durant le temps de réaction ? C'est la distance que je mets entre le moment où je perçois un danger et le moment où j'effectue une action. Par exemple, freiner. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance d'arrêt est également constituée de la distance de freinage, c'est-à-dire la distance que tu vas effectuer entre le moment où tu appuies sur le frein et le moment où tu t'arrêtes complètement. Alors, maintenant que vous connaissez la distance d'arrêt, comment je fais pour calculer la distance d'arrêt ? Alors là, c'est aussi très simple, c'est une question de cours simple. Alors, ici on roule à 90
km/h. Ce que je fais pour calculer la distance d'arrêt, je prends le chiffre des dizaines. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 9. Et je le multiplie par lui-même, ce qui me donne 81. Donc ici, à 90 km/h, ma distance d'arrêt est de 81 mètres. La bonne réponse est donc la réponse A. Question numéro 4. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je m'engage avant le véhicule à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'on s'engage dans un carrefour à sens giratoire, il faut toujours laisser la priorité aux véhicules qui sont dans le carrefour à sens giratoire, c'est-à-dire qui viennent de la gauche. Alors, comment ça se passe concrètement ? Quand on arrive au niveau des traits épais qui délimitent le céder le passage, on fait très attention à ce que dans cette zone du carrefour à sens giratoire, il n'y ait personne afin que je puisse m'engager. Donc, ici, pour en revenir à la question, je vais devoir m'engager après le véhicule à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Dans ce tunnel, je dois allumer réponse A, mes feux de position seule. Réponse B, mes feux de croisement. Alors, dans un tunnel, il est obligatoire d'allumer ces feux de croisement. Les feux de position seule ne sont pas suffisants. Ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Le véhicule A tourne à gauche. Il doit céder le passage au véhicule B. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on a une route à double sens. Le véhicule A, lui, veut tourner à gauche. Le véhicule B, lui, va tout droit. Donc ici, le véhicule A n'est pas sur sa voie. Il va traverser une voie qui ne lui appartient pas. Donc ici, le véhicule B est donc prioritaire. Donc dans cette situation, le véhicule B passe, puis le véhicule A tourne à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Les documents obligatoires à bord du véhicule sont: réponse A, la carte grise. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, le permis de conduire. Réponse D, le procès-verbal du contrôle technique. Alors, tu dois savoir qu'il y a seulement 3 documents obligatoires à avoir dans ton véhicule. Tout d'abord, ça va être le permis de conduire. Ensuite, ça va être la
carte grise et également la preuve du contrôle technique valide. Tu n'as pas besoin de montrer ton procès-verbal du contrôle technique. Tu as seulement besoin de montrer une preuve, c'est-à-dire de montrer soit la vignette, soit le timbre qui est collé sur la carte grise. Également, tu n'es pas obligé de posséder l'assurance du véhicule à bord du véhicule. Maintenant, depuis avril 2024, les policiers ont à leur disposition un fichier des véhicules assurés. Donc, d'ailleurs, il s'appelle le FVA, fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si tu es assuré ou non. Donc, c'est plus obligatoire de l'avoir depuis avril 2024. Donc, pour répondre à la question, les documents obligatoires à bord du véhicule sont réponse A, la carte grise, et réponse C, le permis de conduire. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Je suis responsable si un cycliste percute ma portière. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, lorsque vous êtes à l'arrêt ou en stationnement et que vous ouvrez votre portière, ou qu'un usager dans votre véhicule ouvre sa portière, vous êtes tenu d'assurer la sécurité des autres usagers de la route avant de l'ouvrir. Si vous l'ouvrez et que vous causez un accident, que ce soit un accident avec dommages matériels ou corporels, vous serez tenu responsable dans la majorité des cas. Donc ici, est-ce que je suis responsable si un cycliste percute ma portière? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Ce véhicule transporte des matières interdites? Oui, réponse A. Non, réponse B. Dangereuses? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu le vois, ce poids lourd qu'il y a en face de nous a deux plaques derrière son véhicule. Tout d'abord, la plaque de gauche, orange, et la plaque de droite, sous forme losange, est verte. Que signifient ces plaques? Alors, tout d'abord, la carte orange. Cette plaque orange s'appelle plaque code de danger. Il indique que ce véhicule transporte des matières dangereuses. Alors si tu remarques bien, cette plaque est composée de deux rectangles. Le rectangle du haut qu'on appelle code de danger, par exemple matière inflammable, voilà, c'est le code de danger si la matière par exemple est inflammable, et en dessous on appelle ça le code matière, c'est-à-dire le nom de la matière. Par exemple, je sais pas moi, de l'uranium. Ensuite, la plaque losange. La plaque losange, elle s'appelle la plaque symbole de danger. Elle représente le symbole qui est donné au danger. Il faut savoir que ces symboles sont catégorisés par classe et il existe plusieurs classes de symboles de danger. Ici, par exemple, tu peux voir la fiche qui répertorie ces classes. Par exemple, les plaques symboles de classe 1, vous voyez, il y a marqué 1, représentent les matières et objets explosibles. Les plaques symboles de classe 3 représentent les liquides inflammables. Et tu vois, il y a marqué un petit 3 en dessous. Les plaques symboles de classe 5 qui correspondent aux produits qui favorisent l'incendie.
pourrais marquer 5 en dessous. Les plaques symboles de classe 7 qui représentent les matières radioactives. Ici, par exemple, dans notre cas, on a un losange vert avec un numéro 2 en dessous, qui représente les gaz, notamment ici les gaz non inflammables et non toxiques. Donc ici, est-ce que ce véhicule transporte des matières interdites ? Bah non, si c'était interdit, il ne pourrait pas les transporter. Ce sont des matières régulées. Est-ce qu'il transporte des matières dangereuses ? Bah oui, parce qu'il a deux plaques, une plaque code de danger, une plaque symbole de danger, donc il transporte bien des marchandises dangereuses. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 10. Dans cette situation, A. Je klaxonne par sécurité. B. Je ralentis. C. Je maintiens mon allure. D. Je me prépare à m'arrêter. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, on a un cycliste sur la voie. Il a l'air de vouloir traverser la rue. On n'est pas sûr. On n'est pas sûr, mais il a l'air de vouloir traverser la rue parce qu'on a un indice. C'est qu'il est au niveau du passage piéton. Il a le guidon tourné vers la gauche. On peut penser qu'il peut vouloir traverser la rue. De plus, il y a un chien juste derrière lui. On a l'impression qu'il le suit. Et ce chien, vu sa direction, donne l'impression de vouloir également traverser la rue. Donc on a quand même deux usagers avec des zones d'incertitude différentes, dont le chien qui a une très grande zone d'incertitude avec des mouvements complètement aléatoires. Donc ici, il faut déjà ralentir pour avoir le temps d'observer la situation. Et aussi, je me prépare à m'arrêter, car on a deux usagers avec deux zones d'incertitude différentes, dont un usager avec une zone d'incertitude très large, qui est le chien. Donc les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 11. Le bus tourne sur ma rue. Il risque d'empiéter sur ma voie. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, on a affaire à un poids lourd. De par leur grande dimension, ils ont un rayon de braquage bien plus grand que celui d'une voiture. Donc, effectivement, ils risquent d'empiéter sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je peux dépasser ce véhicule lent. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, on se retrouve sur une route à double sens avec créneau de dépassement. À notre droite, devant nous, on a un tracteur qui est donc automatiquement considéré comme véhicule lent, c'est-à-dire un véhicule qui ne dépasse pas les 60 km/h. Or, ici, la vitesse maximum autorisée est de 90 km/h. Il y a donc 30 km/h de différence entre moi et le tracteur. Donc ici, effectivement, la voie de gauche dans laquelle je suis est prévue pour le dépassement. Je peux donc dépasser ce véhicule lent. La bonne réponse ici
Et la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Si je tourne à droite à la prochaine intersection, la vitesse maximale autorisée ne sera plus de 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu le vois, on a un panneau de zone. Je pense que tu sais ce que c'est. À l'intérieur de ce panneau de zone, on a un panneau d'interdiction qui indique que la vitesse maximale autorisée est de 30 km/h. Mais pour répondre à la question, il faut connaître la différence entre un panneau de zone et ici par exemple le simple panneau d'interdiction 30. Est-ce que tu sais quelle est la différence ? Eh bien, cette différence, c'est ce qu'on appelle l'étendue de prescription. Ces deux signalisations ont deux étendues de prescription différentes. Alors, c'est quoi une prescription ? Une prescription, c'est la règle. Par exemple, si tu prends un panneau 30, c'est-à-dire un panneau d'interdiction 30, la prescription ou la règle, c'est que tu ne peux pas dépasser la vitesse maximale de 30 km/h. Donc la règle, c'est ce qu'on appelle la prescription. Et une étendue de prescription, c'est où cette règle commence et où cette règle se termine. Alors, prenons le cas d'une étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Peu importe le panneau d'interdiction, l'étendue de prescription d'un panneau d'interdiction, c'est quoi ? Ça commence au niveau de l'implantation du panneau et la prescription se finit à la prochaine intersection. Ça, c'est l'étendue de prescription pour un panneau d'interdiction. Quelle est l'étendue de prescription d'un panneau de zone ? Eh bien, la prescription d'un panneau de zone commence à l'implantation du panneau de zone et se finit à l'implantation du panneau de fin de zone. Et là, tu me diras, oui, mais si je tourne à droite à la prochaine intersection, peut-être qu'il y aura un panneau de fin de zone quand je vais tourner à droite. Eh ben non, parce que si la prescription s'arrêtait à la prochaine intersection à droite, ce qu'il y aurait ici, ce serait pas un panneau de zone, ce sera tout simplement un panneau d'interdiction, parce que l'étendue d'un panneau d'interdiction, elle s'arrête à la prochaine intersection. Donc, si je tourne à droite à la prochaine intersection, on sera toujours dans un panneau de zone, et donc la vitesse maximale autorisée sera toujours de 30 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. La conductrice est bien installée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ça, c'est une super bonne question. Comment savoir qu'on est bien installé dans le véhicule? Alors, regardez cette petite image qui est super intéressante parce qu'elle explique bien comment il faut s'installer dans un véhicule. Alors, tout à gauche, vous voyez bien là que le conducteur est trop loin. Il a les bras tendus, les jambes tendues. Là, il est très mal installé. Pareil pour la petite image du milieu. Il est trop proche de son volant, il a le dos courbé, il est mal installé. Alors que tout à droite, il a le dos droit, les bras légèrement fléchis, les jambes légèrement fléchies. Donc ça, c'est une bonne installation. Alors, si on retourne à notre conductrice, on voit bien que son buste est beaucoup trop proche, que ses avant-bras touchent le volant et que surtout, ses genoux touchent le tableau de bord. Donc ici, effectivement, la conductrice n'est pas bien installée. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Il est déconseillé de laisser un enfant seul dans le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question a l'air évidente, mais encore beaucoup de personnes laissent leur enfant seul dans le véhicule. Et cela peut entraîner énormément de déconvenues. Les enfants peuvent toucher les commandes et ça peut être très dangereux. Donc on ne laisse jamais, même quelques secondes, un enfant dans un véhicule seul. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 16. À 3000 mètres, je pourrais prendre la A750. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, effectivement, ce pictogramme indique une bifurcation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autoroute dans laquelle vous êtes va se séparer en deux. Vous pourrez alors prendre dans 3000 mètres soit l'autoroute 75, soit l'autoroute 750. Donc effectivement, dans 3 km, je pourrais prendre la A750. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. Je suis bien placé pour aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement ici, vous voyez, vous êtes dans une voie réservée. Vous voyez les lignes, ce sont des lignes épaisses. Donc vous êtes dans une voie réservée. Alors cette voie réservée, elle s'appelle une voie de stockage. Donc cette voie de stockage, en fait, permet au véhicule de se stocker pour pouvoir aller à gauche à l'intersection. Donc ici, effectivement, je suis bien placé pour aller à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 18. Après avoir protégé la zone accidentée, je dois en premier lieu. Réponse A. Appeler les secours. Réponse B. Secourir la victime. Réponse C. Faire un prédiagnostic. Alors, vous devez savoir que si vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, vous devez respecter une certaine procédure. Alors, tout d'abord, il va falloir protéger.
ensuite alerter et à la fin secourir. Ces 3 choses, vous devez les faire dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle le PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Alors, dans cette question, d'accord, on dit qu'on a déjà protégé la zone accidentée. Donc, la deuxième étape est d'alerter les secours. Mais attention, alerter les secours, ça ne veut pas dire tout de suite les appeler. Alerter les secours, dans un premier temps, ce sera tout d'abord de réaliser un prédiagnostic. Alors, c'est quoi faire un prédiagnostic? Il y a 2 choses à réaliser lorsqu'on fait un prédiagnostic. Tout d'abord, c'est d'avoir l'adresse exacte de l'accident. Si vous êtes en agglomération, le nom de la rue et le numéro de la rue. Si vous êtes sur route ou autoroute, vous pouvez tout simplement indiquer ce qu'il y a écrit sur soit la borne d'autoroute ou la borne de route, c'est-à-dire le numéro de l'autoroute et le point kilométrique, mais également le sens de circulation de l'autoroute. Par exemple, si vous êtes sur la A13, vers Versailles, bien indiqué que vous êtes sur la A13 en direction de Versailles. Donc ça, c'est la première étape du prédiagnostic. La deuxième étape, ce sera un état des lieux corporel de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, son état de conscience. Est-ce qu'elle est consciente ou non? Sa respiration. Est-ce qu'elle respire ou non? Est-ce qu'elle a un membre qui est visuellement cassé ou non? Si vous voyez une hémorragie externe ou non? Donc, voilà pour le prédiagnostic, c'est-à-dire la chose à faire avant d'appeler les secours. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 19. En cas de long trajet, je dois prendre une pause toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très importante parce que c'est une question qui tombe souvent au code de la route. Donc, lors d'un long trajet, ou même tous les trajets qui excèdent 2 heures, tu dois prendre une pause d'environ 15 à 20 minutes minimum, toutes les 2 heures, afin de diminuer les effets de la fatigue. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. L'autopartage permet de limiter les embouteillages, oui réponse A, non réponse B, de limiter les émissions de CO2, oui réponse C, non réponse D. Alors oui, effectivement, l'autopartage permet de limiter les embouteillages et également de limiter les émissions de CO2. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 21.
L'ESP permet de maintenir sa trajectoire lors des freinages d'urgence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce qui me permet de maintenir sa trajectoire lors des freinages d'urgence, c'est ce qu'on appelle l'ABS. Ça n'a rien à voir avec l'ESP. Alors, c'est quoi l'ESP? En général, c'est, vous voyez, c'est un petit pictogramme comme ça, avec une petite voiture qui dérape. Ça veut dire quoi, déjà? Ça veut dire Electronic Stability Program. C'est un système électronique, donc automatique, pour stabiliser le véhicule. Donc, l'ESP, lui, permet de maintenir sa trajectoire lorsque on a une perte de contrôle de la trajectoire, notamment quand on patine, voilà, quand on fait du patinage. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 22. Je vérifie la pression de la roue de secours. Réponse A, une fois par an. Réponse B, à chaque fois que je contrôle les autres roues. Alors, les roues du véhicule sont à vérifier une fois par mois. Donc, lorsque je contrôle les roues du véhicule, je contrôle également la pression de la roue de secours. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 23. Je circule sur une autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Un itinéraire européen. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme tu peux le voir, au-dessus donc de la pancarte bleue, il y a ce qu'on appelle un cartouche. Ce cartouche te permet d'identifier la route sur laquelle tu roules. Alors, il y en a plusieurs des cartouches qui ont des couleurs, des lettres et des numéros différents. Par exemple, ici, A75, A pour autoroute 75, le numéro de l'autoroute 75. Juste en dessous, N89, N pour national, 89 pour le numéro de cette nationale. Juste un peu plus en dessous, E11 veut dire que tu roules sur l'itinéraire européen, E pour européen, numéro 11. Alors, si on se réfère à notre photo qu'on a ici, on voit que sur le cartouche, il y a A85, donc on roule sur l'autoroute A85, et E604, donc on roule également sur un itinéraire européen numéro 604. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 24. Je m'arrête pas à un contrôle de police. Cela constitue A. Un refus d'obtempérer. B. Un délit de fuite. Alors, là-dessus, vous faites souvent des erreurs entre refus d'obtempérer et délit de fuite. Alors, un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour constater des dégâts matériels ou physiques. Alors qu'un refus d'obtempérer, c'est lorsque
un policier veut effectuer un contrôle de votre véhicule et que vous ne vous arrêtez pas. Là, ça s'appelle un refus d'obtempérer. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 25. Le véhicule à droite s'insère inopinément sur ma voie. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je ralentis. Alors cette situation est très courante, vous verrez quand vous aurez votre permis de conduire. Donc des véhicules qui s'insèrent inopinément sur une voie. Dans ce cas-là, klaxonner n'aura aucune utilité. De plus, regardez bien sur la vitre arrière de ce véhicule, on a un A. Donc c'est un apprenti conducteur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on ralentit et on le laisse s'insérer sur la voie. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que vous sachiez une chose. C'est que en France, on roule à droite. Donc, ici, on est très mal placé. On n'a pas le droit de rouler au milieu. À part si vous dépassez une voiture qui est dans la voie de droite. Donc, ici, on est très mal placé. On doit se rabattre. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. Ce véhicule sort de sa place de parking. Réponse A. Je freine brusquement. Réponse B. Je place mon pied devant le frein. Réponse C. J'accélère. Alors, dans cette situation, on a devant nous donc une voiture qui souhaite sortir de sa place de parking et regardez le rétroviseur intérieur. On a une voiture qui nous colle de très proche. Donc, si je freine brusquement, ce qui va se passer, c'est que la voiture derrière risque de me taper. Si j'accélère et que la voiture sort brusquement de son emplacement, je risque aussi moi de taper la voiture qui sort de son emplacement de parking. Donc ce que je fais ici, c'est que je maintiens mon allure et je place mon pied devant le frein au cas où si la voiture sort brusquement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Plus la vitesse augmente, plus le temps de réaction augmente. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 70 km/h, la distance parcourue durant le temps de réaction est de réponse C, 21 mètres. Réponse D, 49 mètres. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le temps de réaction ? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il te faudra pour d'abord percevoir un danger, analyser un danger, décider d'une action, puis agir. C'est ce qu'on appelle le PADA. Durant
toutes ces étapes, il se passera un temps de 1 seconde. C'est ce qu'on appelle le temps de réaction. Et ce temps de réaction est le même pour tous. Il ne dépend donc pas de la vitesse. Alors, la deuxième question, c'est à 70 km/h, la distance parcourue est-elle de 21 mètres ou de 49 mètres ? Pour calculer la distance parcourue durant le temps de réaction, on multiplie le nombre des dizaines par 3. Ici, ça fera 7 fois 3, ce qui nous donne 21. Donc la distance parcourue durant le temps de réaction est de 21 mètres. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 29. Dans ce contexte, réponse A, je ralentis, réponse B, j'accélère. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on a donc un camion qui veut tourner à gauche et qui est donc rentré dans sa voie de stockage. Alors, là, on peut voir que la voie de stockage n'est pas assez large pour ce camion, dû aux dimensions de la chaussée. Là, c'est vraiment de la faute à personne. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir, attendre que le camion passe pour pouvoir passer dans ma voie. Parce qu'on voit là, ici, que la camionnette, en fait, elle grignote sur ma voie. Donc, ici, je n'accélère pas, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Ce mineur n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. En cas de contrôle, ses parents devront payer la contravention. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici on a affaire donc ici à un passager qui n'a pas sa ceinture. Alors concernant la réglementation concernant le port de la ceinture de sécurité, vous avez deux cas. Le cas où le passager est mineur et le cas où le passager est majeur. Dans le cas où le passager est mineur, c'est le conducteur qui devra payer l'amende. Dans le cas où le passager est majeur, c'est le passager qui devra payer son amende. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Alors, attention, je sais que beaucoup de gens vont croire qu'il y a une erreur
à cette question. Je répète, il n'y a pas d'erreur à cette question. Si tu es convaincu qu'il y a une erreur à cette question, je te conseille fortement d'aller dans la formation. La formation, elle est là pour cela. Donc, pas d'erreur à cette question. Question numéro 31. Cet outil permet le remorquage d'un véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, cet outil, tu peux soit le fixer à l'avant ou à l'arrière du véhicule, comme tu le vois sur la vidéo. Alors, il permet tout simplement soit de remorquer un véhicule si tu le places à l'arrière, soit de se faire soi-même remorquer par un autre véhicule si tu le places à l'avant. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 32. En attendant les secours, réponse A, je retire le casque. Réponse B, je le couvre. Réponse C, je le déplace sur le trottoir. Alors, à savoir, ne jamais retirer le casque d'un motard qui vient d'être accidenté. Ne jamais également déplacer une personne qui est inconsciente, sauf risque de suraccident. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on le couvre. La bonne réponse est la réponse B. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Je vous invite fortement à aller dans la formation. On vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 33. Je rentre dans un tunnel. Je reste en feu diurne. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, vous voyez, il y a le petit panneau d'obligation « Allumez vos feux » juste à droite. Cela signifie que vous êtes dans l'obligation d'allumer vos feux de croisement. Donc ici, les feux diurnes ne sont pas suffisants. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un feu diurne, je vous conseille fortement d'aller dans la formation en lien dans la description. On a mis en place une plateforme pédagogique en ligne. En plus, très très accessible. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. Donc c'est vraiment accessible à tous. Il y en a pour tous les budgets. Donc, mais si vous ne savez pas ce que c'est que des feux diurnes, là par contre, il faut aller dans le cours. Donc ici, les feux diurnes ne seront pas suffisants. On a une obligation d'allumer nos feux de croisement. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Je suis prioritaire. Réponse A. Seulement sur cet axe routier. Réponse B. À la prochaine intersection seulement. Réponse C. Sur toute l'agglomération. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais il faut savoir une chose avant de répondre à la question. Lorsque vous rentrez dans une agglomération, vous allez avoir un panneau d'entrée d'agglomération, comme ici le panneau de Valory. Tous les panneaux qui se situeront au-dessus, en dessous et parfois même à l'intérieur du panneau d'entrée d'agglomération signifient que ces prescriptions sont valables sur toute l'agglomération. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a un panneau de route prioritaire au-dessus du panneau. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous êtes prioritaire sur toute l'agglomération de Valory. Alors ça peut paraître étrange comme ça, mais il faut savoir qu'en France, il y a des villes en fait qui sont des petites bourgades qui font même pas 100 mètres de large. Vous les traversez en 10 secondes. Donc en fait, il y a une rue principale, en général c'est une départementale, et vous avez 2-3 rues perpendiculaires. Et tout ça, c'est la ville. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ici ? Il va se passer que vous serez prioritaire partout, en règle générale. Voilà. Et quand vous ne serez pas prioritaire, il y aura des panneaux qui vous diront que vous n'êtes pas prioritaire. Par exemple, il y aura un stop. Par exemple, il y aura un céder le passage. Ou, par exemple, il y aurait un panneau de fin de priorité. Mais de manière générale, vous serez prioritaire sur toute l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 35. Le covoiturage permet, réponse A, de gagner du temps, réponse B, de faire des économies, réponse C, de diminuer le nombre de voitures en circulation. Alors bien sûr, le covoiturage va vous permettre tout simplement de faire des économies, notamment de carburant. Lorsque vous faites un trajet à 4 ou un trajet tout seul, la consommation de carburant est divisée par 4. Il permet aussi de diminuer le nombre de voitures en circulation. Par contre, il ne vous permettra pas du tout de gagner du temps. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C.
Question numéro 36. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve, réponse A en A, réponse B en B. La jauge du niveau d'huile se trouve, réponse C en B, réponse D en D. Alors, on va se faire un petit récapitulatif sur les équipements, notamment les équipements qu'il y a sous le capot. Donc en A, ça c'est le réservoir du liquide de refroidissement. En C, ça c'est le réservoir d'huile. En D, la jauge du niveau d'huile. En B, liquide de frein. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 37. Je peux charger mon véhicule électrique. Par temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par temps de neige. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les prises qui ont été conçues par les constructeurs passent par un cahier des charges assez strict. Donc, les systèmes d'alimentation, notamment les prises, sont dotés de systèmes de protection. Donc, effectivement, il n'y aura aucun risque d'électrocution, par exemple. Donc, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 38. Le champ visuel binoculaire à 100 km/h est de réponse A 100 degrés, réponse B 60 degrés, réponse C 45 degrés, réponse D 30 degrés. Alors, tout d'abord, c'est quoi le champ visuel? Alors, le champ visuel, c'est la portion de l'espace que vous pouvez voir. Alors, il existe le champ visuel binoculaire, c'est ce que vous pouvez voir avec vos deux yeux, et le champ visuel monoculaire, c'est ce que vous pouvez voir avec qu'un seul œil. Donc, chez l'être humain, le champ visuel binoculaire avec les deux yeux à l'arrêt est de 120 degrés. Contrairement à tout ce qu'on peut vous dire sur les applications que vous trouvez sur Internet. C'est la différence entre des spécialistes du code de la route et des non-spécialistes du code de la route. Enfin, ce que vous devez savoir, c'est que le champ visuel va diminuer avec la vitesse. Plus vous allez prendre de la vitesse, plus votre champ visuel va se rétrécir. Alors ici, on a un tout petit schéma. Donc ici vous voyez que à 40 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 100 degrés. À 70 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 75 degrés. À 100 km/h, on a un champ visuel binoculaire de 45 degrés. Et à 130 km/h, un champ visuel binoculaire de 30 degrés. Donc ça, c'est des choses à savoir. C'est des questions qui tombent souvent dans le code de la route Nouvelle Réforme. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu foi à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs.
Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser. Tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, euh, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le manque de sommeil peut provoquer les accidents. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, question facile, le manque de sommeil va diminuer votre vigilance et donc va être à l'origine d'ailleurs de nombreux accidents. Donc la bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 40. Dans cette situation, je peux aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux. Réponse C. Tourner à gauche. Réponse D. Tourner à droite.
Alors, sur cette intersection, comme vous le voyez à votre droite, il y a un panneau d'obligation avec une flèche à gauche, une flèche à droite. C'est tout simplement la fusion de ces deux panneaux. Donc, ce panneau veut dire que vous êtes obligé soit de tourner à droite, soit de tourner à gauche. Ça sous-entend qu'il est interdit d'aller tout droit. D'ailleurs, si vous regardez bien l'intersection, juste en face de vous, la rue est en sens interdit dans votre sens de circulation. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B, C et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.